Ok, pas d'autres questions sur la partie curation? Non, bah, on va enchaîner directement, pile à l'heure, sur le content marketing et le e-commerce. Bien, alors là-dessus, il se dit beaucoup de contre-vérités. La première, c'est que le contenu est roi. Alors, juste pour refixer la citation de Bill Gates dans ce contexte, hein, quand Bill Gates a dit «le contenu est roi», ça datait du 1er mars 1996. C'était une époque où le débat, c'était entre les sociétés, les GAFAM, qui considéraient que les tuyaux étaient primordiaux, et que pour maîtriser Internet et avoir les business models les plus intéressants, il fallait être capable de déployer des connexions Internet, des fils de cuivre, des, euh, des connexions fibres, etc. Donc il y avait ceux qui étaient les tenants des tuyaux, et puis il y avait ceux comme Microsoft qui disaient mais non, mais en fait, ce qui est important sur Internet, c'est pas les tuyaux, c'est pas là où il y aura la plus grosse valeur ajoutée, c'est pas là où sera l'argent, c'est sur le contenu. Alors avec le recul, Bill Gates avait raison. Donc, à ce point de vue-là, c'est effectivement le contenu qu'on trouve sur Internet qui est le plus intéressant en termes de génération de plus-value. Mais est-ce que ça veut dire que produire du contenu pour le SEO, c'est systématiquement quelque chose qui va être intéressant? Eh bien, si on réfléchit bien, ce n'est pas véritablement le contenu en soi qui est important en matière de SEO, c'est la pertinence de ce contenu. Ça veut dire que concrètement, tous les contenus que l'on peut produire, ils n'ont pas pour résultat d'obtenir un meilleur référencement. Ça dépend. Il faut que ce contenu soit réellement utile pour le SEO, et ça veut dire que ce contenu est en fait une réponse pertinente à une requête, une recherche d'un internaute. Alors, ça va au-delà de la notion de simple requête aujourd'hui, puisque avec les requêtes formulées en langage naturel et les requêtes qui sont aidées par des intelligences artificielles, on a de plus en plus de notions de recherche sous forme de questions en langage naturel. Donc, ça veut dire que on n'est plus simplement sur des requêtes par mots-clés, mais sur la recherche de réponses à des questions. Alors, est-ce que du coup, le contenu apporte automatiquement un meilleur référencement? Pas du tout. Il faut vraiment réfléchir à la meilleure façon de produire du contenu qui soit efficace de ce point de vue-là. Et ce qui est important, c'est d'offrir une expérience de recherche correcte. Donc là, le terme SX correspond à Search Experience. Donc, c'est l'expérience de recherche. Et l'expérience de recherche basique, c'est lorsque je cherche quelque chose, je le trouve dans une page. Et si ce n'est pas le cas, déjà le moteur de recherche n'a pas fait son boulot, mais s'il me présente des résultats qui ne sont pas des bonnes réponses, eh bien là aussi, j'ai un problème d'expérience de recherche. Donc, il faut arrêter de ce point de vue-là de faire n'importe quoi. Donc, par exemple, produire du contenu parce que c'est bon pour le SEO, c'est clairement pas toujours utile. Et c'est en ayant ce raisonnement très, très simpliste que l'on finit par investir trop dans la production de contenu et en pure perte, sans que ça ait forcément un impact SEO évident. Là aussi, on voit plein de gens qui ajoutent des textes SEO sur les pages listes de produits parce que les concurrents le font. On verra tout à l'heure que c'est parfois totalement inutile. Et quand c'est utile, pour que ça marche, il faut que ça soit bien fait. Donc ça, c'est hyper important. Même chose pour les gens qui créent des blogs parce que c'est à la mode et parce qu'il en faut un. Bon, là, on va voir qu'en réalité, créer un blog en soi, ce n'est pas quelque chose qui forcément est toujours pertinent. Il y a des contenus qui vont être intéressants pour un site marchand et d'autres beaucoup moins. Et c'est pareil pour les gens qui créent des descriptifs produits, donc pour des milliers de fiches produits, avec un objectif d'éviter le duplicate content. Là, il faut bien comprendre que il n'y a pas vraiment de duplicate content entre deux fiches produits qui représentent des offres produits différentes. Même si c'est le même produit avec le même fabricant derrière, le fait que ça soit vendu par deux marchands différents à deux prix différents,
avec des conditions de livraison différentes, ça crée des offres de produits différentes que Google aura vocation à présenter conjointement dans les résultats, sans qu'il y ait de considération de type c'est du dupliqué, donc il faut que j'en montre qu'une. Ça, c'est hyper important à comprendre parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui perdent énormément d'argent dans la création de textes de discussion de produits sans que ça ait un véritable impact et même un intérêt UX évident. On verra des cas où, effectivement, on voit qu'en plus, quand c'est mal fait, donc il n'y a même pas d'intérêt pour l'utilisateur d'avoir des descriptions faites comme ça. Alors, il faut se concentrer sur ce problème de héros. Donc, ajouter du contenu, ça coûte cher, clairement, soit en ressources externes, soit en temps homme pour les équipes internes. Quoi qu'il arrive, ça demande du travail, de la bande passante, des budgets. Or, on a plusieurs syndromes qui apparaissent régulièrement avec des gens qui produisent des contenus pour les sites e-commerce. Le syndrome A, c'est le fait que des gens postent des contenus géniaux mais que personne ne lit. C'est le syndrome du blog dont personne n'a découvert l'existence, les guides d'achat qui existent, qui ont demandé beaucoup d'énergie pour être fabriqués et que personne ne voit. Donc là, ce qui est clair, c'est que même si vous êtes capable de produire d'excellents contenus, il vous faut une vraie stratégie pour que votre contenu rencontre un public. Le syndrome B, c'est le cas donc, où vous arrivez en fait à toucher un public, mais ce n'est pas vos clients. Et donc là, le risque, c'est que le ROI ne soit pas bon derrière. Moi, j'ai connu une époque dans laquelle c'était la mode, par exemple, sur les sites de banque, de créer énormément de contenu de type vie pratique. Voilà, c'est quoi le meilleur aspirateur, c'est quoi la meilleure façon d'isoler son logement, etc. Avec l'idée que bon, bah, c'était des choses qui étaient proches des préoccupations des clients de ces banques et qu'il y avait la possibilité éventuellement de fidéliser des gens et de les amener peut-être à souscrire derrière des produits bancaires. Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette approche, certes, générait du trafic, mais pas forcément du trafic de gens qui allaient acheter des produits bancaires. Donc aujourd'hui, la plupart des banques ont maintenant des vraies stratégies de content marketing. L'objectif, c'est de cibler les gens qui vont être capables d'acheter leurs produits, qui sont leur véritable cible, et de leur parler de sujets qui sont proches de leur service, et donc de maximiser les chances que la visite du client potentiel aboutisse à une demande de produit, une demande de service. Le syndrome C, que je rencontre aussi régulièrement, hélas, c'est mais si le site propose des contenus en fait qui sont inintéressants, est-ce que le contenu a des chances de toucher un public et donc d'obtenir des résultats? Ben là, pas du tout. En plus, pas de fidélisation, pas de visite récurrente, pas d'engagement. Il faut véritablement faire un effort considérable pour avoir des contenus qui peuvent fonctionner. Donc là, il faut remplacer clairement ces approches de gribouille par une vraie stratégie de content marketing. Alors, qu'est-ce que j'entends par stratégie de content marketing? C'est quoi le content marketing? Alors, c'est une technique de marketing, c'est du marketing, donc ce n'est pas autre chose, qui consiste à créer et diffuser un contenu. Alors là, il y a les deux verbes. Hein. C'est bien de savoir créer du contenu. Il faut également savoir le diffuser. Parce que, comme on l'a dit à l'instant, si vous avez un excellent contenu créé avec un excellent effet wow que vous pouvez générer et quelqu'un tombe dessus, le problème, c'est que si vous n'avez pas réussi à faire connaître l'existence de ce contenu auprès de votre cible, eh bien, vous n'aurez pas de résultat. Donc, il faut, avec une stratégie de content marketing, penser à créer le meilleur contenu possible, mais également de penser à réfléchir à des stratégies de diffusion. En termes savants, on appelle ça des stratégies de dissémination. Il faut que ce contenu soit cohérent, pertinent et à forte valeur ajoutée. Alors, cohérent avec quoi? Cohérent avec la stratégie marketing de votre entreprise. D'accord?
si vous diffusez, comme nos banquiers de tout à l'heure, des contenus qui sont très éloignés des services proposés par une banque, là, on n'est pas dans la stratégie marketing de la banque, on est sur autre chose. Et donc, du coup, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Donc, il faut que les contenus produits rentrent clairement dans une logique qui est dictée par la stratégie marketing d'ensemble de l'entreprise. Il faut que ce contenu soit pertinent, donc là, au sens où ce contenu doit être une excellente réponse à des recherches effectuées par les internautes. Et il faut que ce soit un contenu à forte valeur ajoutée. Si il n'y a vraiment pas d'effet waouh, d'effet ah, mais c'est super, donc cet article, je vais le lire jusqu'au bout parce que j'ai toute l'information dont j'ai besoin à l'intérieur. Si je n'ai pas cet effet-là, je n'aurai pas de véritable impact. Alors, c'est difficile, ça demande une vraie attention aux problèmes de qualité de rédaction, de contenu, et d'avoir un bon niveau d'expertise apporté au contenu que vous créez, mais c'est indispensable. Donc, voilà, une stratégie de content marketing, c'est aussi développer ce niveau de qualité sur les contenus. Ensuite, l'objectif dans une stratégie de content marketing, c'est d'attirer, fidéliser une audience clairement définie. Donc, attirer, c'est clair que l'objectif, c'est de toucher une cible et de faire en sorte que cette cible vienne sur votre site, mais il faut également la fidéliser. Donc, cette stratégie de content marketing, donc ça demande un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus de technique même dans la manière d'attirer des clients. Donc, ça veut dire que cette énergie, il faut pouvoir capitaliser dessus. Cet investissement, il faut pouvoir capitaliser dessus. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut être capable de fidéliser cette nouvelle audience que vous avez acquise. Et il s'agit d'une audience que j'ai écrite comme étant clairement définie, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie de content marketing sans identification des cibles. Donc, en fait, on n'écrit pas pour n'importe qui. On écrit ou on développe des vidéos pour une cible qui a été identifiée en amont. Après, on ne fait pas ça pour rien. Hein, donc, là, si on est sur un site e-commerce, l'objectif, c'est de déclencher un comportement d'achat de la part du consommateur. Alors, il n'y a pas que du texte qui peut être utilisé pour des stratégies de content marketing. Donc, tout ce qui est images, vidéos, podcasts, etc., font partie, évidemment, des actifs numériques qui peuvent être créés dans le cadre des stratégies de content marketing. Bon, donc l'un des aspects les plus importants qu'on a mis en avant là, c'est de savoir toucher sa cible. Et comment est-ce qu'on fait pour identifier sa cible? Eh bien, on utilise la méthode des personas. Alors, c'est une méthode des personas simplifiée parce qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est avant tout de pouvoir déterminer par rapport à une cible qui a été identifiée, par exemple, les jeunes urbains de moins de 25 ans, de pouvoir identifier quelles recherches d'informations ils font, qu'est-ce qu'ils font sur le net. Ce n'est pas l'ensemble de leurs activités, l'ensemble de leurs attributs que l'on cherche à identifier. C'est vraiment uniquement quelles recherches ils font. Donc, par rapport à des personas que l'on fabrique dans les études marketing, par rapport à des personas que l'on crée pour arriver à comprendre c'est quoi les cas d'utilisation pour un nouveau site web, là, on est souvent sur un nombre de personas qui est plus réduit, puisqu'il y a beaucoup de cas qui se recouvrent en termes d'habitude de recherche d'informations. Mais voilà, donc là, la méthode, c'est vraiment de se concentrer sur les activités de ces personas sur Internet et quelles sont les questions qu'ils se posent et qu'est-ce qu'ils vont être amenés à chercher. Donc là, on se dit, voilà, mon jeune actif urbain de moins de 25 ans, il va se lever le matin à 7 heures et donc il va prendre son smartphone et ça va être quoi sa première recherche sur Internet. Ça permet d'identifier clairement quels sont les sujets qui peuvent être intéressants de traiter dans le cadre d'une stratégie de content marketing. Alors évidemment, dans tout ce que fait notre persona,
il y a des recherches qui sont en rapport avec l'activité du site e-commerce, avec l'activité d'entreprise web, et d'autres où, donc là, on est carrément en dehors des clous. On est carrément en dehors des sujets qui sont dans le périmètre de ce qui a du sens pour un site donné. Donc, on va travailler essentiellement la création de réponses, de pages de réponses par rapport aux requêtes qui sont directement liées aux activités, aux services proposés par le site web. Alors, ce qui nous amène après à nous dire, OK, mais du coup, comment est-ce que l'on fait en matière de production de contenu pour créer des réponses pertinentes dans le cadre d'une stratégie marketing? Alors, on peut créer des articles. Alors, des articles, évidemment, dans un catalogue de sites e-commerce, ça ne trouve pas forcément facilement sa place. Donc, l'un des réflexes que l'on a, c'est de créer une partie éditoriale sur le site et qui prend souvent la forme d'un blog. Et donc, là-dessus, comme on n'a pas énormément de temps, j'ai réuni une fac de questions qu'on nous pose régulièrement avec leurs réponses. Alors déjà, est-ce que le fait de créer un blog en sous-domaine, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise pratique? Alors clairement, c'est plutôt une bonne pratique. Le fait d'utiliser un sous-domaine plutôt qu'un sous-répertoire n'a aucun intérêt SEO en soi. Il n'y a pas d'avantage à créer un sous-domaine. Par contre, pour information, c'est beaucoup plus facile à gérer techniquement en sous-domaine qu'en répertoire. C'est pour ça que l'habitude, c'est plutôt de faire des sous-domaines pour les blogs que des répertoires. C'est pour ces raisons purement techniques. Il n'y a pas d'avantage SEO à le faire en sous-domaine. Clairement, le contenu du blog doit s'intégrer dans une stratégie de content marketing cohérente, sinon les théories risquent d'être très mauvais. Donc, si vous créez du contenu pour créer du contenu dans la partie blog, ça va être beaucoup d'énergie dépensée à ne produire aucun trafic qualifié intéressant. Donc là, il faut vraiment réfléchir en amont à la stratégie de content marketing. C'est quoi les informations que j'ai besoin de mettre sur un article et qui vont constituer des réponses aux questions que les gens se posent sur un service, un produit. Et donc, ça permet évidemment de trier parmi tout ce qui peut être créé comme article sur le blog, ce qui risque de correspondre aux demandes de la cible et éliminer tout le reste. Alors par contre, un conseil au passage, le blog en sous-domaine, aucun problème. Par contre, quand vous faites ça, il faut absolument instaurer un maillage correct entre donc, le blog et le catalogue, et ce dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir la possibilité de renvoyer vers un article du blog quand ça a du sens, depuis n'importe quel endroit du catalogue, depuis la page vitrine, donc une page catégorie, les pages de catégorie finale, les pages de catégorie filtrées, y compris les fiches produits, y compris les fiches marques, etc. Dès que ça a du sens, vous devez être capable techniquement de pouvoir faire des liens entre la partie catalogue et la partie blog, et dans l'autre sens aussi. Ce qui veut dire que c'est absolument indispensable, même si vous avez fait un blog avec WordPress, d'avoir une structuration de l'éditorial avec des rubriques. Des rubriques qui sont structurées de manière à pouvoir correspondre facilement à la façon dont le catalogue est découpé. Alors, si je fais ensuite apparaître des blocs présentant mes guides d'achat sur une page vitrine, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pratique? Alors, c'est clairement une bonne pratique d'avoir des liens vers les guides d'achat depuis les pages du catalogue. Là, on parle de pages vitrines, donc on est sur des pages qui montrent donc, les produits d'une certaine catégorie. On est à une zone qu'on peut même appeler une métacatégorie. C'est clairement une bonne pratique, parce que là, on a une page d'atterrissage, une landing page, qui répond à des requêtes assez génériques sur une page vitrine. Ça veut dire qu'on n'est pas en fait en mesure de savoir à l'avance quelle est l'intention de recherche réelle de l'internaute. Est-ce qu'il veut acheter directement le produit? Est-ce qu'il veut des informations sur le produit? Et donc, pour créer une page pertinente, c'est intéressant de lui proposer les deux pistes. Soit de descendre dans le catalogue et de trouver un produit qu'il va pouvoir acheter, soit de pouvoir avoir accès à un guide d'achat
et qui lui permettra d'avoir l'information qu'il cherche sur quel produit acheter. Donc voilà, donc là c'est clairement une bonne pratique. Alors, si on a trop de liens vers des contenus éditoriaux sur une page de catégorie de produits, donc beaucoup disent que ça tue la conversion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est en général faux, pour information. Donc, ça tue le taux de conversion de la page et ça ne tue pas le nombre de conversions sur l'ensemble des sessions. Donc là, c'est en matière de conversion rate optimization, d'optimisation des taux de conversion, les gens sont souvent obsédés par les taux de conversion sur une page sans analyser les sessions. Ce qui arrive fréquemment sur une session de consultation de page de site e-commerce, c'est qu'une personne qui n'est pas encore très décidée, elle va aller sur une page du catalogue, ça ne correspond pas exactement à ce qu'elle veut, elle va consulter d'autres pages du catalogue avant de se décider, éventuellement consulter le guide d'achat, et après avoir consulté tout ça, va revenir sur donc une page produit pour acheter ce produit-là. Quand on analyse tout, on s'aperçoit qu'en général, le fait de lier correctement les contenus éditoriaux avec le catalogue, ça n'a pas tendance à tuer la conversion, bien au contraire. Ensuite, dans les choses qui sont souvent annoncées, plus un blog a de contenu, mieux il est référencé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, ça dépend. Ça dépend. Si votre blog a beaucoup de contenu et que c'est que du contenu pertinent, qui sont des bonnes réponses à des recherches effectuées par vos cibles, ça vous donnera un meilleur référencement. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez absolument aucun impact. Donc, la quantité n'apporte pas forcément une qualité de trafic suffisante. Plus un blog a de contenu, plus il génère de trafic par effet longue traîne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, c'est totalement vrai. Plus un blog a de contenu, plus ça génère de trafic longue traîne. Le problème, c'est que souvent, ce trafic longue traîne n'est pas du trafic qui convertit. Là, il faut se poser la question de savoir justement qu'est-ce qu'on cherche en fait. Et avec le trafic longue traîne sur des sujets qui ne sont pas directement des questions que se posent des gens qui veulent acheter vos produits, eh bien, on a souvent des résultats qui ne sont pas très bons en matière de conversion. OK. Alors ensuite, quelle est la bonne approche au content marketing? C'est l'aspect workflow. Alors, si vous voulez définir une approche au content marketing, il faut commencer par définir un plan d'action basé sur le contenu. Ensuite, clairement identifier les publics à cibler, c'est l'histoire des personnages qu'on a vu tout à l'heure. Identifier les histoires que vous voulez raconter et comment vous voulez les raconter. Donc là, c'est la phase dans laquelle on identifie qu'est-ce qu'on va introduire dans le planning éditorial comme contenu à créer. Ça doit aller plus loin parce qu'effectivement, on a dit tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait un effet wow, que les contenus aient une forte valeur ajoutée. Donc, imaginez comment est-ce que vous voulez raconter telle ou telle histoire, telle ou telle information. C'est absolument essentiel. Derrière, il faut absolument travailler sur l'aspect dissémination. Si vous faites que l'aspect création et pas l'aspect dissémination, vous n'aurez pas de résultat. Évidemment, il y a tout un workflow à mettre en place pour être certain que depuis la phase d'identification des contenus à créer jusqu'à la mise en ligne du contenu éditorial final, tout se passe bien et que toutes les guidelines que vous avez pu produire soient correctement respectées. Si vous voulez apprendre en marchant, c'est important de vous mettre à l'écoute des retours de vos clients sur les contenus que vous créez, de ce que vous faites. Donc, essayez d'interagir au maximum avec eux et soyez en amélioration continue, c'est-à-dire c'est important de mettre en place dès le départ les conditions pour savoir mesurer l'impact et d'améliorer à la fin le résultat grâce à toutes les optimisations que vous allez pouvoir réaliser grâce au feedback que vous avez par les mesures et par les retours de vos clients. Alors là-dessus, il y a plusieurs méthodes de dissémination. Donc, on peut utiliser les médias sociaux, donc le SIA. Pour disséminer des contenus, on peut utiliser des campagnes payantes. Le inbound marketing n'est pas la seule solution. Donc, OK. On va rentrer dans la phase où on va tordre quelques idées reçues.
Est-ce qu'il faut systématiquement des textes SEO sur les pages listing, listes de produits? La réponse est non. Voilà un exemple qui a disparu d'ailleurs de la page Darty, hein. Donc ça, c'était un texte qui apparaissait sur le listing donc des lave-linges encastrables il y a quelque temps, où on avait un texte SEO qui a été rajouté qui contenait donc ces mots-clés-là. Alors pourquoi est-ce que ce texte SEO n'est pas utile? Tout simplement parce qu'en réalité, dans la page, grâce aux caractéristiques produits et aux informations qui figurent naturellement sur la page listing, tous les mots-clés qui sont ici sont en fait déjà dans la page listing. Donc là, dans ces cas-là, pour des raisons X et pour des raisons de non-efficacité SEO, ce n'est pas dangereux de rajouter un texte SEO en plus dans ces cas-là. C'est juste que le ROI du chantier n'est pas bon. Enfin, donc, ce n'est pas parce que vous allez rajouter ce texte-là que vous allez avoir un meilleur référencement. C'est tout simplement parce que les mots-clés sont déjà là. Donc, ce n'est pas utile de créer des textes SEO si tous les mots-clés sont sur la page. Il ne faut le faire que si les mots-clés utiles manquent dans la page. Et ça arrive. Dans ces cas-là, il faut le faire. Et puis, il y a des fois dans lesquelles c'est intéressant de rajouter des textes parce que c'est utile pour des raisons UX. Alors là-dessus, on a des études assez marrantes. Donc, là, récemment, il y a un référenceur américain très connu qui s'appelle Glenn Gabe qui s'est amusé à faire un test en disant, bon, voilà, sur un site marchand, qu'est-ce qui se passe si on passe de ce genre d'intégration dans lequel j'ai dans ma catégorie un descriptif qui est une véritable tartine, hein, donc, quand il cliquait sur Read More dans l'ancienne version, eh bien, il y avait pratiquement une feuille A4 qui était placée ici. Donc, Glenn a suivi ce qui s'est passé en fait lorsque ils ont commencé à changer un petit peu la forme donc, et la visibilité donc, de ce texte descriptif. Et ils se sont rendus compte en fait que il y avait pas mal de modifs qui n'aboutissaient à aucun impact SEO, mais que dès qu'ils ont commencé à raccourcir énormément le texte et à le rendre visible entièrement, eh bien, ça permettait d'avoir une hausse importante de la visibilité de ces pages-là et du trafic généreux. Alors, c'est clairement un contre-exemple par rapport à la croyance habituelle. Par contre, je vous mets en garde, c'est un seul cas. Ça prouve que dans ce cas-là, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui marchera dans tous les cas. D'accord? Mais c'est assez logique, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que dans certains cas, les textes descriptifs étaient inutiles. Et tout ce qui peut avoir un impact UX peut indirectement avoir également un impact sur le SEO ou sur la perception qu'a Google de la qualité de votre expérience de recherche, de l'expérience de recherche que vous offrez sur vos pages. Donc, ça veut dire que par rapport aux outils SEO sur les sites, d'abord parce que ça vous permettra de faire des économies, et ensuite parce que c'est effectivement ce qui marche, il faut limiter les optis au strict nécessaire. Et dès que vous rentrez dans la suroptimisation, ça peut vous empêcher d'avoir de bons résultats. Et c'était ce qui se passait sur ce site-là. Alors, si on va après sur le descriptif des pages produits, ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font des descriptifs parce que pour eux, c'est important de rendre chaque fiche produit unique. Alors ça ne sert à rien puisque Google considère que deux offres produits fournies par deux sites différents sont toujours intéressantes à proposer, dès lors qu'elles remplissent donc les critères pour être en tête des résultats, hein, mais ont toujours vocation à apparaître en tête des résultats, même si leur contenu est identique. Et c'est assez logique puisque dans beaucoup de cas, le contenu des fiches produits n'est juste qu'une reprise de l'information qui est fournie par le fabricant. Donc, dans un nombre très important de cas, il y a de la duplication de contenu entre fiches produits et tous les propriétaires de sites e-commerce ne cherchent pas forcément à réécrire les descriptifs des pages produits. Par contre, là encore, on est en un cas dans lequel parfois on a besoin de faire des descriptifs, parfois on n'en a pas besoin. Si vous êtes sur un site qui vend des produits techniques, vous aurez beaucoup d'informations dans les caractéristiques produits
Et le besoin d'avoir un descriptif produit sera moindre que dans des cas dans lesquels où les sites vendent par exemple des vêtements ou des chaussures. Et dans ces cas-là, il s'avère que les fournisseurs, les fabricants, fournissent relativement peu d'informations. Des caractéristiques, il y en a beaucoup moins. Il n'y a souvent pas de descriptifs en fait, qui sont fournis par les fabricants. Et dans ces cas-là, ça veut dire que pour arriver à avoir un meilleur référencement, cette fois-ci, on a besoin de créer des descriptifs, et on a aussi parfois besoin pour l'expérience utilisateur. Donc là, on est clairement dans des cas où ça dépend, suivant l'univers produit que vous avez besoin de travailler. Dans certains cas, le descriptif est primordial. Dans d'autres cas, il est carrément facultatif. Donc là, on a un cas ici où un site vend des ballerines. On voit qu'il n'y a absolument aucune description qui est reprise parce qu'il n'y a pas de description qui vient du fabricant. Donc là, c'est une bonne pratique effectivement de créer un texte descriptif. Par contre, si vous le faites, il faut que ça soit un texte descriptif donc utile pour le référencement et pas quelque chose qui fasse joli. Donc là, vous avez par exemple ici, sur les ballerines Cendrillon Repetto, ça c'est le texte initial de la boutique en ligne de Repetto. Et donc là, on a un texte qui donc donne quelques informations clés sur les ballerines Cendrillon et qui sont probablement des choses que cherchent effectivement les gens qui veulent trouver ces ballerines-là. Donc la ballerine Cendrillon qui a été créée à la demande de Brigitte Bardot, donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que des gens tapent effectivement ballerine Brigitte Bardot pour arriver à trouver les bonnes ballerines Repetto. Ils ne vont pas forcément se souvenir du nom. Donc c'est absolument important d'avoir ce genre d'informations qui correspondent à des recherches de l'internaute pour trouver le produit. Par contre, voilà ce que ça donne sur un autre site qui vend exactement les mêmes chaussures. Ils ont cru utile de devoir refaire la présentation, le descriptif produit. Et là, on tombe à côté de la plaque, puisque là, on a perdu en fait les informations qui étaient en fait dans le site fabricant et qui, cette fois-ci, ont été changées pour quelque chose qui n'a aucun intérêt pour le référencement et qui apporte peu d'informations utiles également pour le consommateur. Alors, pour les guides d'achat, les how-to, créez-les d'abord pour vos clients et vos utilisateurs. Hein, avec toujours cette logique de c'est important de savoir toucher sa cible. Bien, alors, conclusion. Alors là, j'aurais pu vous parler pendant des heures des bonnes pratiques de création de contenu pour les sites d'e-commerce. Là, c'était juste pour vous sensibiliser déjà à la nécessité d'avoir une vraie stratégie de content marketing, d'une part, et d'autre part, vous montrer les problématiques par rapport aux quelques croyances que pas mal de gens ont sur qu'est-ce qu'il faut faire en matière de contenu sur les pages de catalogue. Donc, il faut éviter de créer des contenus en masse sans réflexion en amont. Il faut créer des contenus pertinents, utiles, capables de remplir vos objectifs marketing et merchandising. Et dans tous les cas, il faut privilégier la quantité et la pertinence sur la quantité. Il ne faut pas créer des contenus pour générer du trafic SEO parce que ce n'est pas automatique. Il faut créer des pages dont le contenu est une bonne réponse aux questions que se posent vos clients potentiels. Il faut vraiment avoir cette réflexion en amont sur quelle est votre stratégie de content marketing. Sans avoir cette réflexion en amont, vous allez probablement avoir un mauvais ROI de vos chantiers de production de contenu de texte SEO. Ça passe par bien comprendre ce que recherchent vos cibles. Il faut identifier vos cibles et travailler à partir de là les persona search pour comprendre quels sont les contenus qui vont être intéressants. N'ajouter des textes SEO sur les pages listing que quand c'est utile. On a vu qu'il y a des cas dans lesquels c'est utile, des cas dans lesquels ça ne l'est pas. Travailler sur le contenu de description de produit à nouveau uniquement quand c'est utile. Et surtout, n'ayez pas peur de dupliquer de content, ça n'a pas de sens. Définissez clairement les objectifs de votre blog et pensez à intégrer vos contenus. Alors, ça inclut non seulement le blog, mais tout ce qui est how-to et les guides d'achat, en l'émaillant clairement depuis le catalogue. Donc voilà, alors j'ai quelques questions qui m'ont été posées là. Je vais prendre 2-3 minutes pour y répondre. Première question, est-ce que les fabricants n'ont quand même pas intérêt à se lancer dans des chantiers de production de contenu unique pour leur référence principale
leurs e-commerçants partenaires. Par exemple, si je suis LG et que je vais des Fnac, Darty, Amazon, Boulanger, à mieux se positionner sur ma dernière TV OLED. Alors, donc là, on l'a vu, hein, à partir du moment où dans un vertical donné, dans un secteur donné, les fabricants ne produisent pas de descriptifs produits intelligents, ça pose un problème à tous les gens qui les distribuent. Donc oui, il est clair que c'est un service que rendent dans ces cas-là les fabricants, comme Repetto tout à l'heure, de créer des descriptifs produits intelligents, utiles et qui apportent véritablement une information pour l'utilisateur et qui rendent leur exploitation pour le SEO intéressante. Donc voilà, donc là, les fabricants ont effectivement intérêt à faire ça, mais tous ne le font pas. Et il y a des endroits, il y a des types de produits et de services sur lesquels les fabricants ne font pas du tout l'effort de fournir des descriptifs produits. Alors après, on me posait la question sur la partie pourquoi est-ce qu'un sous-domaine n'a pas d'intérêt SEO? Est-ce que ça n'aide pas l'autorité du domaine en général? Alors, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce que ce que j'ai évoqué, c'était est-ce que le sous-domaine a une supériorité par rapport au sous-répertoire? Donc, dès qu'on a un blog, ça peut aider au link earning, effectivement. Mais la question souvent qui est posée, c'est quoi la meilleure structure? Est-ce que je mets les pages éditoriales dans l'arborescence de mon site? Est-ce que j'ai des URL qui ne passent pas par un sous-domaine ou est-ce que j'utilise le sous-domaine? Donc, voilà. Les deux stratégies ont les mêmes avantages et il n'y a pas de supériorité d'une stratégie sur l'autre. En tout cas, à partir du moment où donc le maillage entre la partie catalogue et la partie éditoriale est bien fait. Alors, j'ai une question sur est-ce que Google référence moins bien les fiches produits vu la durée des produits? Alors, ce n'est pas trop le problème. En fait, ça, c'est un problème technique. C'est-à-dire que les fiches produits sont souvent les fiches qui sont les plus profondes sur un site Internet. Et si on n'y prend pas garde, toutes les fiches produits ne sont pas forcément automatiquement crawlées et indexées par Google par manque de PageRank et par manque d'intérêt. Donc ça, c'est un sujet auquel il faut faire attention. Ce n'est pas la volonté de Google, c'est souvent des points qui ne sont pas bien gérés sur les sites Internet qui amènent effectivement à ce que les fiches produits soient moins bien indexées que le reste du site. Ensuite, d'un point de vue réponse aux requêtes des internautes, les meilleures pages d'atterrissage ne sont pas directement les fiches produits, mais les pages catégories finales qui sont un petit peu plus génériques et qui permettent de montrer la liste des produits qui correspondent à la requête de l'internaute. Donc, généralement, quand quelqu'un tape un nom de produit, une référence, il veut acheter un produit précis, il faut qu'il puisse trouver la fiche produit. Et généralement, ce n'est pas ce que tapent les gens, ils tapent quelque chose de plus générique, et il faut que ça puisse aboutir sur la page de résultats.